des sociétés anarcho-capitalistes qui ont bel et bien existé dans des lieux et à des moments précis de notre histoire? Avaient-elles des routes? Ont-elles connu des invasions d'ours? Ou ont-elles prospéré économiquement tout en garantissant la paix et l'ordre? C'est ce qu'on vous propose de voir aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, nous allons partir en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, du Moyen-Âge en passant par la conquête de l'Ouest jusqu'à des expériences contemporaines. Bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Avant la conquête normande du XIIe siècle, l'Irlande est composée de petits royaumes appelés tuatha et dirigés par des rois appelés ri. Il y aurait eu entre 25 et 50 tuatha. Chaque tuatha était autonome et gérait ses propres affaires sans l'intervention d'autorités centrales. Les tuatha pouvaient rentrer en conflit ou alors former des alliances. Le roi, lui, n'était pas nécessairement un monarque héréditaire. Il était souvent élu parmi les familles nobles du tuatha. Ces élections impliquaient des négociations, des alliances et parfois des conflits internes. Et le roi pouvait être destitué ou remplacé si les circonstances l'exigeaient. Contrairement au roi des monarchies centralisées, le roi du tuatha avait un pouvoir limité. Il ne pouvait pas légiférer ou imposer des taxes régulières. Son rôle principal était de servir d'arbitre, de leader militaire en temps de conflit et de représentant du tuatha lors de rassemblements intertribaux. Cependant, la société au sein du tuatha était strictement hiérarchisée. Au sommet se trouvaient les nobles, appelés némèdes, suivis par les hommes libres, les artisans, les travailleurs et enfin les esclaves. Chaque individu avait un statut social précis qui déterminait ses droits, ses responsabilités et sa valeur légale, connue sous le nom de honor price. Donc là-dessus, on est loin du droit naturel cher aux libertariens. Mais le système juridique, quant à lui, se rapprochait de ce que l'on pourrait attendre d'une société anarcho-capitaliste. En effet, ce que l'on appelait le Brehon Law était un ensemble de lois privées, basées sur des traditions orales transmises de génération en génération par des juristes appelés donc les Brehon. Ces lois n'étaient pas écrites par des législateurs ni imposées par une autorité centrale. Les Brehon étaient des juges professionnels indépendants, respectés pour leur connaissance approfondie des lois et des coutumes. On était donc assez loin de certains de nos fonctionnaires. Ils arbitraient les litiges, interprétaient les lois et déterminaient les compensations appropriées en cas de délit ou de conflit. Le système juridique mettait l'accent sur la restitution et la compensation plutôt que sur la punition. Lorsqu'une personne subissait un préjudice, l'auteur ou sa famille devait payer une compensation proportionnelle au statut social de la victime, souvent évaluée en nombre de bétail. Les lois des Brehon prirent fin à partir de l'invasion normande de 1171. Si évidemment certains aspects de l'Irlande celtique étaient plutôt éloignés de l'anarcho-capitalisme, comme la société hiérarchisée socialement, ou d'ailleurs même l'unité la plus petite était la famille plutôt que l'individu, même au niveau de la propriété, cela reste quand même un exemple de gouvernance décentralisée avec une justice privée. Dans l'histoire de l'Islande, la période médiévale commence à la fin de la colonisation norvégienne, vers 930. Traditionnellement, les peuples scandinaves ont souvent fondé des parlements, où pouvaient se réunir des hommes libres pour prendre des décisions politiques, militaires ou religieuses. L'Islande a développé un système de gouvernance décentralisé, sans gouvernement central. Sur le plan national, l'Alþing constituait à la fois un tribunal et une chambre législative. Mais il n'y avait ni roi, ni pouvoir exécutif central. L'Islande se divisait en nombreux godord, c'est-à-dire des clans ou des alliances dirigées par des chefs de clan appelés godar. Les chefs de clan assuraient la défense et nommaient des juges pour résoudre les conflits entre les membres du godord. D'ailleurs, les godord n'étaient pas définis selon des zones géographiques, mais plutôt sous forme de groupements auxquels chaque individu adhérait de son plein gré. Il était donc tout à fait possible de changer de godord. On peut donc voir chaque godord comme une entité juridique privée, protégeant les intérêts et les droits des fermiers qui choisissaient de s'y allier. Les godars représentaient le peuple dans le parlement Alþing. Si un citoyen voulait faire appel d'une décision prise par le tribunal de son godord, ou si un conflit surgissait entre différents membres d'un godord, on pouvait faire appel alors au Alþing. Ce système de loi privée était donc basé sur des accords volontaires et une justice sans état monopolistique, où les individus pouvaient choisir d'adhérer à un chef spécifique pour obtenir protection et justice. Le système de gouvernance de l'Alþing a duré 3 siècles et prit fin en 1262, lorsque les Islandais acceptèrent l'autorité du roi norvégien et passèrent ensuite sous le contrôle du roi du Danemark. Ainsi, l'Islande médiévale utilisait un système politique décentralisé, avec un système de justice et de protection privée. Selon l'économiste David Friedman, fils de Milton Friedman, la société islandaise aurait été un exemple de société anarcho-capitaliste, en termes de gouvernance et de justice. L'Alþing s'apparentant plus à une chambre de commerce qu'à un corps de législation souverain. Au milieu du XIIe siècle, le Portugal devient indépendant avec le traité de Zamora. Les frontières ont été alors établies de façon un peu aléatoire. Certains endroits ont mis du temps à décider s'ils étaient plutôt portugais, espagnols ou un mélange des deux. Dans ce contexte, 3 villages, Rubias, Santiago de Rubias et Meaús,
On profitait de ce moment de flottement pour se définir ni vraiment espagnol ou portugais, mais plutôt comme un lieu mixte, d'où le nom Couto Mixto. Dès le début, Couto Mixto est une démocratie, alors que c'est plutôt rare à l'époque. Les 3 villages choisissaient comme chef politique un juge en tant que plus haut représentant des citoyens. Il gouvernait la région pendant 3 ans et ensuite des nouvelles élections avaient lieu. L'église de Santiago était utilisée comme parlement. Sous le juge se trouvaient 3 hommes d'accord, un pour chaque village. Leur tâche consistait à superviser et à administrer le fonctionnement de chaque petit village, toujours sous les directives du juge. Lorsqu'il y avait des crimes majeurs, comme des meurtres, bien que rares, les autorités nationales étaient alors contactées. Il n'y avait pas d'impôts ou de services militaires, et une route commerciale reliant les 3 villages à Tourem au Portugal a vu le jour. Cette route prenait tous les privilèges de Couto Mixto, c'est-à-dire pas de taxes, de réglementation, juste du libre-échange. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, elle se nomme voie privilégiée. Couto Mixto a vécu selon ses propres règles jusqu'au 19e siècle. En 1864, avec la signature du traité de Lisbonne, pas celui-ci, les frontières entre l'Espagne et le Portugal ont été correctement définies. Alors a été décidé que Couto Mixto ferait partie de l'Espagne. Ce fut donc la fin d'une indépendance qui a duré quand même plus de 700 ans. Aujourd'hui, il reste des traces de ce passé, notamment grâce à l'association des amis de Couto Mixto. Il y a d'ailleurs un événement chaque année dans l'église de Santiago en l'honneur de cette époque. Et aussi, à Santiago de Rubias, il y a une sculpture représentant le dernier juge de Couto Mixto. En 1431, le pape Eugène IV, à court d'argent, contracta un prêt de 25 000 florins d'or auprès du duc de Florence qui régnait à côté. 9 ans plus tard, tel nos dirigeants actuels qui endettent le pays jour après jour, il fut incapable de rembourser le montant emprunté. En échange, le pape dut alors transférer la ville de Borgo San Sepolcro, qui faisait partie des états pontificaux du Nord, au duc de Florence. Il est convenu à ce moment-là que la nouvelle frontière suivrait le cours d'une petite rivière appelée Rio. Sauf que Rio, c'est un nom très commun pour une rivière, ça signifie littéralement rivière en latin. Par conséquent, le duc et le pape vont tracer leurs frontières à partir de rivières Rio différentes. Et au milieu de ces 2 rivières se trouve le village de Cospailla. Les villageois vont alors sauter sur l'occasion et vont réclamer leur indépendance. Le pape et le duc n'ont même pas pris la peine de renégocier et ont décidé de laisser les choses en l'état. Certains historiens supposent que les 2 dirigeants étaient satisfaits d'avoir un territoire tampon entre les 2 frontières. Ainsi, en 1440, la République de Cospailla devient indépendante. Le peuple n'a formé aucun gouvernement, n'a rédigé aucune loi et n'a levé aucune armée. Il n'y avait aucun impôt. Ils ont consacré tout leur temps et leurs terres à l'agriculture, pour ensuite revendre aux États voisins des produits moins chers car pas d'impôt. Au milieu du XVIe siècle, le tabac devient populaire et il est importé des Amériques jusqu'en Europe. L'Église catholique essaie alors de freiner la consommation de tabac, l'apercevant comme un péché. La culture du tabac est alors devenue difficile en Italie, sauf dans la République de Cospailla, où elle a prospéré car en dehors de la juridiction du pape. Cospailla devint le centre de la culture du tabac en Toscane et la plaque tournante du commerce illicite du tabac en Italie. Cospailla est devenu un repère de marchands voulant éviter les taxes. Et ce fut aussi le cas sur les textiles ou les produits d'épicerie. La République de Cospailla a vu sa fortune grandir. Sauf qu'en 1826, après 386 ans d'anarchie, le pape et le grand-duc de Toscane ont rompu la République de Cospailla et se sont partagés le territoire. Les habitants de Cospailla ont perdu leur liberté, mais Cospailla a obtenu une licence pour continuer à cultiver du tabac. Aujourd'hui, Cospailla est une petite agglomération dans un coin oublié de l'Ombrie. Mais on y retrouve encore quelques traces du passé. Il y a notamment un panneau au bord de la route où est indiqué ex-république de Cospailla, et sur la porte de son église, on retrouve l'inscription Perpetua et Firma Libertas, ce qui signifie forte et perpétuelle liberté. L'Acadie est une colonie française établie au début du XVIIe siècle, qui correspond aujourd'hui aux provinces maritimes du Canada, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et une partie du Maine aux États-Unis. L'Acadie fut fondée par Pierre Dugas de Mons et Samuel de Champlain en 1604. Elle était peuplée de colons français et de peuples autochtones comme les Micmacs, avec qui ils entretenaient des relations commerciales et parfois même des alliances militaires. Il y avait à son maximum environ 16 000 colons français. Les Acadiens étaient majoritairement très religieux, notamment catholiques. Venant de sociétés féodales dans laquelle ils n'avaient pas accès à la propriété, ils étaient donc très attachés à la propriété privée et aux libertés individuelles. Ils avaient une relative autonomie vis-à-vis de la France. Les assemblées paroissiales jouaient le rôle de principal substitut à l'État. Les prises de décision étaient généralement faites à l'unanimité et n'entraînaient pas de troubles. Le taux de participation était d'ailleurs plutôt élevé. Les Acadiens ne payaient pas d'impôts et la colonie prospéra avec l'agriculture, la pêche et le commerce de fourrure. Les fermiers et chasseurs acadiens produisaient beaucoup et le surplus était échangé contre du matériel non disponible sur place, comme le métal, les biens manufacturés et certains biens de consommation. Les fourrures et le poisson
poissons étaient les biens les plus exportés et très recherchés en France. Le marché libre et la liberté des échanges, notamment avec les Micmacs, ont fait de l'Acadie une des régions les plus riches de France, et la qualité de vie y était bien meilleure. Évidemment, il y avait des inégalités, mais la plupart des paysans possédaient leurs terres et étaient dans la possibilité de vivre confortablement leur vie par leur travail. En 1733, la couronne britannique prit le contrôle de la région, et les Britanniques obligèrent les Acadiens à prêter serment d'allégeance à la couronne, chose que ces derniers refusèrent. Et en août 1755 prit fin la prospérité des Acadiens, lors d'un véritable nettoyage ethnique de la part de l'État britannique, sous les ordres du brigadier général Charles Lawrence, qui se termina par la mort de 55% de la population acadienne. Sur ce sujet, je vous conseille l'article du Mises Institute ainsi que sa traduction disponible sur le site de Repossession. La Société religieuse des Amis est un mouvement religieux chrétien né au XVIIe siècle en Angleterre. Leur but était de promouvoir la paix, la tolérance, l'égalité et la simplicité. On appelait leurs membres les Quakers. Historiquement, les Quakers ont joué un rôle clé dans les mouvements sociaux, notamment dans l'abolition de l'esclavage et les droits civiques. L'un d'entre eux, William Penn, émigra aux États-Unis pour y fonder la colonie de Pennsylvanie en 1682. Les Quakers étaient persécutés pour leur religion en Angleterre. Ils étaient régulièrement condamnés à des amendes ou emprisonnés pour infraction aux lois religieuses et civiles. William Penn voulut donc que dans sa nouvelle colonie soit encouragée la liberté religieuse et l'autonomie locale. Il mit en place une constitution qui apparemment inspira plus tard celle des États-Unis. Les lois y étaient limitées et les citoyens étaient encouragés à résoudre leurs différends par la médiation, sans recourir à la force ou à l'intervention d'une autorité centrale. Il n'y avait ni armée, ni police centralisée, ni intervention étatique significative dans la vie économique. Les droits de propriété y étaient respectés et la sécurité individuelle était principalement assurée par la communauté elle-même. Les taxes étaient extrêmement faibles en Pennsylvanie. Il y en avait un petit peu sur l'alcool ou sur les poils et fourrures. En effet, Penn voulait encourager la venue de colons. Ce modèle a rapidement porté ses fruits. Grâce à une grande liberté économique, la Pennsylvanie est devenue prospère. Le commerce s'est développé rapidement et la liberté religieuse étant garantie pour toutes les confessions, la colonie attira une population diversifiée d'Europe. Des Quakers restaient sur le vieux continent, des luthériens allemands, des juifs ou des ménonites. On peut donc considérer que la colonie fonctionnait comme une société proto-minarchiste, où les échanges économiques et sociaux étaient gouvernés par des accords volontaires, le respect des droits de propriété et la médiation privée. On peut cependant nuancer cette vision sur la question de la liberté d'expression. En effet, il était très mal vu de critiquer le gouvernement. D'ailleurs, avec le temps, des tensions sont apparues. La diversité ethnique et religieuse a fini par provoquer des conflits entre les groupes. De plus, à cause de pressions extérieures, notamment de la part de la couronne britannique, encore une fois, la Pennsylvanie est progressivement revenue à un système plus centralisé et plus traditionnel de gouvernance. Bien que les défis sociaux et politiques aient fini par mettre un terme à cette expérience, la colonie de Pennsylvanie reste un exemple historique de société basée sur la liberté individuelle et de la limitation de l'autorité étatique, qui durera tout de même une décennie et qui fut prospère. Ah oui, et les faucons d'avoine Quakers Oats font bien référence aux Quakers de la Société religieuse des Amis, parce qu'ils sont réputés aux États-Unis pour leur honnêteté. Roger Williams était un dissident religieux qui était chassé de la colonie théocratique puritaine de la baie du Massachusetts. En 1636, il fonda Providence, l'actuelle capitale de l'État de Rhode Island aux États-Unis. Contrairement aux puritains du Massachusetts, il acheta des terres aux Amérindiens locaux pour s'établir, et il y construisit les bases de l'État du Rhode Island. En termes de convictions politiques, Williams était proche des niveleurs d'Angleterre, qui étaient un groupe de personnes qui, pendant la guerre civile anglaise, demandaient des réformes constitutionnelles et une égalité des droits devant la loi. Williams crée un gouvernement local du Rhode Island et il décrit son fonctionnement de cette manière. Les maîtres de famille se réunissent habituellement une fois tous les 15 jours et se consultent au sujet de notre paix commune, de notre surveillance et de notre abondance. Et le consentement mutuel règle toutes les questions. En opposition aux puritains, le Rhode Island est basé sur les principes de liberté religieuse et de séparation de l'église et de l'État. Si Roger Williams n'était pas explicitement anarchiste, une autre Rhode Islandaise l'était, Anne Hutchinson. Anne et ses partisans, qui étaient considérés comme des hérétiques, émigrèrent à Rhode Island en 1638. Ils achetèrent l'île d'Aquidneck aux Indiens et fondèrent la ville de Pocassé, aujourd'hui appelée Portsmouth. On peut aussi parler du cas de Samuel Gorton. Lui et ses partisans furent accusés d'être des anarchistes par le gouverneur du Massachusetts. Gorton et ses partisans furent contraints à la fin de 1642 de fonder une nouvelle colonie, le Shawamé, qui devint plus tard le Warwick. Selon Gorton, pendant plus de 5 ans, la colonie a vécu ensemble en paix, désirant et s'efforçant de ne faire de mal à personne, ni aux Anglais ni aux Indiens, mettant fin à tous leurs différends par un arbitrage de bon voisinage et d'amour mutuellement choisi entre eux. En 1648, Warwick s'associe aux 3 autres villes du Rhode Island pour former la colonie de la Providence Plantation. D'ailleurs, aujourd'hui, le nom officiel du Rhode Island est État de Rhode Island et Providence Plantation. À partir de ce moment, Warwick était sous un gouvernement, et donc plus anarchiste, même si celui-ci était plus libéral que la plupart des autres gouvernements de l'époque. Gorton, lui, est devenu un leader respecté de la nouvelle colonie. Rhode Island est rentré dans une période de grande prospérité au cours des années 1700, notamment grâce à ses sols fertiles côtiers qui faisaient d'excellentes terres agricoles. Les marchands y ont établi de grandes flottes et des entreprises de transport maritime. Alors la colonie a aussi profité de la traite des esclaves, mais en 1774, avant même le début de la guerre d'indépendance, Rhode Island est devenue la première colonie à interdire l'esclavage. D'ailleurs, il y a encore d'autres
exemple d'expérimentation plus ou moins anarchiste aux USA à cette période, comme celui d'Albemarle au milieu du XVIIe siècle, qui correspond en gros à la Caroline du Nord aujourd'hui. Albemarle faisait officiellement partie de la colonie de Virginie, mais en réalité était très indépendant. C'était aussi un refuge politique et religieux, notamment pour les Quakers. Ouais, encore eux. Jusqu'à ce que le roi d'Angleterre décida de l'intégrer pleinement à la Caroline. Comme on a vu, les colonies américaines naissantes ont donc été le fruit d'expérimentations anarcho-capitalistes ou minarchistes, qui ont connu une prospérité économique et se sont terminées essentiellement à cause de l'étatisme de la couronne britannique. A contrario, certaines colonies américaines furent quant à elles des expériences socialistes, notamment inspirées du fourriérisme. Le fourriérisme est une doctrine utopiste fondée par le philosophe français Charles Fourier au début du 19e siècle. Il prônait la création de communautés autosuffisantes appelées phalanstères et où les individus vivraient en harmonie et partageraient les richesses. On peut citer la colonie de Brook Farm dans l'actuel Massachusetts, celle de North American Phalanx dans le New Jersey, la colonie du Wisconsin Phalanx ou encore celle de la Réunion au Texas. Spoiler, toutes furent des échecs. En cause, des problèmes financiers, notamment d'endettement, des désaccords internes entre membres ou encore un manque de compétences agricoles. On parle de famine ou encore d'invasion de sauterelles à la Réunion. Pour Brook Farmer, ça serait un incendie qui en serait la cause. On peut aussi parler de l'expérience socialiste de la colonie de Jamestown, fondée en 1607 en Virginie. Les terres, les récoltes et les ressources appartenaient collectivement à la colonie. Les colons travaillaient pour un bien commun, avec des quotas fixés. Les récoltes étaient ensuite redistribuées égalitairement. Sauf que ce fut encore une fois un échec. Certains colons, profitant de la redistribution, travaillaient moins. Cela couplé à un manque de savoir-faire agricole, la population passa de 500 à 60 personnes à cause d'une famine. La colonie passa donc au capitalisme. Avant la guerre d'indépendance américaine, les 13 colonies anglaises en Amérique du Nord étaient plus ou moins indépendantes vis-à-vis de la couronne britannique. Les colons jouissaient d'une certaine autonomie locale, mais les décisions stratégiques et les régulations commerciales étaient sous le contrôle du Parlement britannique. L'économie coloniale, en plein essor, reposait sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Mais les colons étaient mécontents des restrictions commerciales imposées, notamment par les lois sur la navigation qui limitaient les échanges avec d'autres pays que l'Angleterre. Par ailleurs, les colons revendiquaient un accès plus large aux terres de l'Ouest, mais la couronne freinait cette expansion pour éviter de nouvelles tensions avec les Amérindiens. La défiance envers la couronne britannique s'accentue à partir des années 1760. Après la coûteuse guerre de 7 ans qui avait opposé la Grande-Bretagne et la France, Londres cherche à compenser ses dettes en augmentant les impôts dans les colonies. Plusieurs lois fiscales sont adoptées sans le consentement des colons, notamment le Stamp Act, une taxe sur les documents officiels, et les Townshend Acts qui imposaient des droits de douane sur certains produits importés. L'absence de représentation politique au Parlement, résumée par le slogan No taxation without representation, devint l'un des principaux motifs de révolte. L'escalade des tensions aboutit à des événements marquants, tels que la Boston Tea Party en 1773 où des colons détruisent une cargaison de thé pour protester contre les taxes. La répression qui suit, à travers les Coercive Acts, entraîne une radicalisation de la résistance. 1775 marque le début de la guerre d'indépendance. George Washington est nommé commandant en chef de l'armée continentale. La France rentre en guerre aux côtés des insurgés lors de la bataille de Saratoga en 1777. En 1781, après la défaite des troupes britanniques à Yorktown, encerclées par les forces franco-américaines, la Grande-Bretagne accepte de négocier. Le traité de Paris, signé en 1783, met fin à la guerre et reconnaît l'indépendance des États-Unis. La déclaration d'indépendance, rédigée principalement par Thomas Jefferson et adoptée le 4 juillet 1776, est un texte fondateur qui affirme le droit des peuples à l'autodétermination, inspiré par le principe du libéralisme politique des Lumières. Elle proclame que tous les hommes sont égaux et que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés. Les premières institutions politiques des États-Unis, définies par les articles de la Confédération de 1781, créent un système très décentralisé. Chaque État conserve une grande autonomie et le gouvernement fédéral dispose de peu de pouvoir, notamment en matière fiscale et militaire. En 1787, la Constitution des États-Unis est rédigée, introduisant un gouvernement fédéral plus fort et mieux structuré, capable de gérer les affaires nationales. Pour apaiser les craintes d'un pouvoir central trop puissant, le Bill of Rights est adopté en 1791, garantissant les libertés individuelles fondamentales comme la liberté de parole, de religion et le droit à un procès équitable. Ce texte clé protège les citoyens contre les abus potentiels de l'État fédéral, tout en précisant les droits des États et des citoyens. Sous la présidence de George Washington, des institutions telles que la Banque des États-Unis sont créées pour réguler l'économie. L'autorité fédérale se renforce aussi, à travers de lois sur les tarifs douaniers et la régulation du commerce interétatique. L'application du pouvoir fédéral devient de plus en plus visible dans les domaines économiques, financiers et militaires, marquant une rupture avec l'esprit initialement décentralisé des articles de la Confédération. La guerre d'indépendance des États-Unis découle d'une contestation tant économique que politique contre la couronne anglaise et notamment son interventionnisme et ses régulations. Le désir d'autonomie et de liberté économique a conduit à la naissance des États-Unis fondée sur un projet libéral. Toutefois, au fil du temps, la centralisation croissante du pouvoir fédéral a fragilisé certains des principes libéraux. Bien que la Constitution continue de garantir les libertés individuelles, l'évolution du système a réduit l'autonomie économique, éloignant peu à peu les États de l'idéal de décentralisation et de liberté. L'Ouest américain, lors de son peuplement entre 1830 et 1900, est souvent perçu comme un lieu de chaos et de violence. En réalité, l'ordre régnait, et ce même en l'absence de gouvernement centralisé. Dans de nombreuses régions de la frontière, le gouvernement fédéral américain n'avait pas encore étendu son contrôle.
Les colons organisaient donc leur communauté sans interférence de l'État. En l'absence d'un monopole étatique, les droits de propriété étaient définis et protégés par des organisations volontaires. On peut citer par exemple les clubs de revendication, les Lands Clubs, les associations d'éleveurs, de camps de mineurs ou de cheminots. Ces groupes créaient leurs propres règles et systèmes judiciaires. Par exemple, les Lands Clubs étaient des organisations qui définissaient les droits fonciers pour les colons qui s'installaient sur des terres non encore ouvertes à la vente par le gouvernement. Elles fonctionnaient avec des systèmes d'arbitrage et des constitutions locales. Sinon, lors des ruées vers l'or, les mineurs créaient des systèmes juridiques locaux pour régir l'accès aux ressources minières. Concernant la sécurité, il y avait des associations et des comités de vigilance, comme par exemple les vigilantes qui étaient de véritables structures privées qui se formaient pour résoudre les conflits et garantir la sécurité des membres. Lors des voyages à travers les Grandes Plaines, les pionniers rédigeaient des constitutions pour organiser la justice et la protection en dehors de la juridiction des États-Unis. En réalité, plutôt que de recourir à la violence, les différends étaient souvent résolus par l'arbitrage privé ou encore des tribunaux locaux créés par ces associations. Les préférences des individus pour certaines règles variaient et il existait une grande diversité de lois entre les différentes communautés. En effet, le coût de la guerre étant trop élevé, c'est normal que des méthodes moins coûteuses, comme l'arbitrage ou les cours privés, aient émergé. Et contrairement à l'image populaire du Far West chaotique, les études historiques montrent que la plupart des zones étaient relativement pacifiques. Les homicides étaient rares et les citoyens s'organisaient efficacement pour protéger leurs biens et leur communauté. Malgré sa réputation, le Far West était plus proche de la petite maison dans la prairie que des western spaghetti. Les bandes de hors-la-loi étaient en fait un phénomène plutôt marginal des contrées sauvages et des routes qui les traversaient et reliaient les zones civilisées. Le Far West a su prospérer grâce à la ruée vers l'or, une propriété privée garantie et ce grâce à des systèmes de justice et de protection privés. Mais la fin de la conquête de l'Ouest arriva avec l'emprise du gouvernement fédéral du début du XXe siècle. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie, la seconde devrait sortir d'ici 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à commenter et à liker si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour parler encore de liberté.